Bonjour à tous, merci aux organisateurs. Et puis je disais que la guerre des sexes est finie, car à la naissance, que je sache, on n'a pas remarqué de capacité supérieure des femmes à imiter par rapport aux hommes. Donc vous voyez, vous voilà rassuré un petit peu. J'ai choisi de vous proposer de parler de l'imitation, de nous replonger aux origines de notre développement et de vous proposer l'idée que l'imitation est un moyen très simple, très important, très fort pour comprendre l'autre. On pourra discuter de savoir s'il s'agit d'empathie. En tout cas, comprendre l'autre, on pourra se mettre d'accord sur le fait que c'est partager ses émotions, comprendre ses intentions, faire comme si on était l'autre, prendre l'autre pour un double mental de soi, prendre soi pour un double mental de l'autre. Alors, une question se pose tout de suite, comment peut-on être un double mental correct de l'autre quand on est un si piètre double mental de soi? La description de la peinture est extrêmement symbolique sur la manière dont on peut se voir soi-même, hein, moi avec moi, moi pour moi par moi. Et naturellement, ce que je veux dire par là, c'est que la dynamique entre soi et l'autre, c'est ça qui donne la solution. L'autre nous révèle dans l'interaction et nous révélons l'autre. Donc, foin du statique, il faut absolument se poser dans une situation d'interaction avec l'autre pour comprendre, via l'imitation éventuellement, l'empathie. Voilà, le meilleur double mental naît de la rencontre avec l'autre, c'est une production à deux. Et cette nécessité de la rencontre est marquée dans notre cerveau social. Je ne reviendrai pas sur les exposés de Bérangère et de Julie ce matin, qui nous donnaient une bonne approximation de cette question-là. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'avant d'être mental, le double doit être physique. L'autre doit être un double de notre corps avant d'être un double dans notre esprit. Et au début du développement, c'est ce qu'on voit. Soi et l'autre ont besoin d'être visualisés. Je vois ce que je suis quand tu fais ce que je fais. Je vois ce que tu es quand je fais ce que tu fais. Et pour le bébé, se sentir exister passe par le double que l'autre me donne physiquement de moi et que je donne physiquement de l'autre. Et pour moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu de meilleurs moyens de ce double que l'imitation. Alors on va commencer avec le nouveau-né. La production à deux commence par le double que procure l'imitation. Melzoff et Moore en ont été particulièrement représentatifs dès 1970 dans leur article dans Science. Alors donc là vous voyez un exemple de protrusion de langue. Ce qui est moins courant, c'est les clignements d'yeux. Donc ne perdez pas de vue que ce bébé a 20 minutes de vie, hein, tout de même. Un autre exemple du même type, il répond à la perception d'un mouvement par le même, et vous avez vu que le clignement d'œil, il est même d'un seul œil. Et en fait, ce qu'il y a d'étonnant dans cette affaire, ce n'est pas que le bébé soit capable de cligner des yeux ou de faire une protrusion de langue. Bien entendu, il en est capable en tant que fœtus aussi. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il soit capable de relier des patterns qui sont dans son répertoire moteur à des patterns perçus. Hein, c'est ça, c'est la rencontre entre ce que je perçois et ce que je fais qui est remarquable dès la naissance. Et vous allez en avoir un exemple que j'aime beaucoup, de mon collègue Kogyo Moutsakis. Voilà, il exagère énormément son ouverture de bouche, et vous voyez ce que fait ce bébé de 20 minutes de vie. Preuve d'une modulation, naturellement, de la perception du modèle. Et plus fort, cette capacité s'étend à des parties du corps de l'autre. Nous avons récemment fait une expérience dans laquelle nous avons proposé à des nouveau-nés un visage humain qui tire la langue, une bouche humaine tirée de son contexte, il n'y a pas de visage, et une bouche robotique. Alors ces trois stimulus
sont proposés à la même vitesse, la même coloration de l'ensemble, tout est égalisé, hormis le fait qu'il y a un visage ou pas. Et chose remarquable qui n'avait pas été faite avant, on montre ces stimulus sur écran. Naturellement, on ne peut pas faire ça d'une manière naturaliste. Et donc, la première idée, c'était est-ce que le bébé est capable, le nouveau-né, est capable de coupler une perception en 2D sur un écran avec sa propre action? Eh bien, je réponds oui à cette question. Et puis maintenant, l'idée, c'est que peut-être il y a des stimulus qui sont préférables à d'autres, et je suppose que vous répondriez si je vous posais la question. Naturellement, le visage doit être un facilitateur de la protrusion de la langue. Eh bien, à cette question, oh, excusez-moi, j'ai un petit peu, j'ai pas appuyé où il fallait, mais ça fait rien, ça revient tout de suite, voilà. À cette question, je vais répondre non, parce que par rapport à la ligne de base que l'on avait pris, le seul stimulus qui n'offre pas de différence significative avec la ligne de base, c'est la protrusion de langue avec la face. Par contre, la protrusion de langue avec la bouche humaine et avec la bouche robotique, ça marche super bien. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer une chose pareille? Nous, on a une explication toute trouvée. Voilà. Récemment, l'équipe de Simeone, en Italie, a montré que, au niveau de la perception du nouveau-né, ce qui compte, c'est la richesse de ce qu'il y a à observer dans l'exploration. Et donc, comme ce qui est riche dans notre visage, c'est ce qui est en haut, eh bien, le bébé explore plutôt la partie du haut, et c'est comme ça qu'on a été amené à considérer qu'il y avait une préférence pour le visage humain par rapport à d'autres structures complexes qu'on pouvait présenter. Mais il se trouve que quand on présente quelque chose qui ne ressemble pas à un visage humain, mais qui est encore plus riche que le visage humain, les bébés le préfèrent, comme vous pouvez le remarquer. Donc, notre explication est la suivante. Pendant que les bébés regardent le haut du visage parce que c'est ça qui est le plus riche, ils ne regardent pas en bas, et pourtant c'est là que ça se passe. Voilà. Et donc, il leur faut plus de temps, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés par le visage humain, mais ça veut dire que le visage humain est tellement intéressant, il y a tellement de choses à voir, qu'ils ne localisent pas forcément l'endroit pertinent. Un autre aspect intéressant, je crois, de cette étude, c'est que quand on regarde les différentes périodes de protrusion, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, contrebalancer et tout ce qu'il faut naturellement pour une étude scientifique, on s'aperçoit que, quel que soit le stimulus, les deux premières périodes de présentation donnent lieu à beaucoup de protrusions incomplètes. Alors le bébé, il tire seulement un tout petit peu la langue, à peine, ou alors il commence par chercher dans sa joue la sortie, et on voit ces protrusions de langue incomplètes diminuer d'une manière très significative durant la troisième et la quatrième période, quel que soit le stimulus, et par contre, les protrusions, belles protrusions complètes de la langue bien tirée, qui sont vraiment massivement représentées. Ce qui veut dire qu'on est devant un cas où on représente la plasticité, le bébé est en train d'apprendre, sur place, online, il est en train d'apprendre. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il réapprend à chaque fois. C'est-à-dire à chaque type de stimulus qu'on lui donne, si c'est la bouche robotique, il a à réapprendre par rapport à la bouche humaine. Donc je trouve que c'est, si vous voulez, une contribution peut-être intéressante à ce qu'on disait ce matin sur la question, est-ce que c'est là d'emblée ou est-ce que ça s'apprend, tout ce qui correspond au couplage perception-action, là, à la fois il y a les moyens tout de suite,
et puis ça s'apprend dans la répétition. Je crois que c'est les deux qui sont importants à noter. Alors l'imitation, ça se développe en continu. Voilà, à 2 mois, on peut imiter des rotations du poignet, des ouvertures des doigts. On imite plus que les 3 mouvements que je vous ai montrés chez le nouveau-né. On a des imitations des postures du cou, de la tête, des haussements de sourcils, comme vous voyez en ce moment se faire. À 3 mois, on a déjà des imitations qui impliquent la connaissance du corps, ce qu'on aurait appelé auparavant le schéma corporel. Vous allez voir que le bébé va toucher sa joue comme l'expérimentateur est en train de le faire, donc j'espère que vous avez vu. Et là, c'est déjà une démonstration intéressante du fait qu'il y a donc une trajectoire, la possibilité d'imiter des trajectoires. À 6 mois, on imite des actions. C'est bien normal qu'on puisse faire des choses à 6 mois qu'on ne faisait pas avant, puisqu'on est capable de préhension d'objets, et donc ces capacités nouvelles sur le plan moteur, elles se manifestent dans l'imitation. Toujours et à chaque fois, le répertoire est nécessaire. Julie l'a dit ce matin, je le répète, il faut le répertoire pour pouvoir faire des couplages perception-action. Et le très jeune bébé nous en donne évidemment des exemples tout à fait frappants. On ne va pas demander à un nouveau-né de faire ce qu'on demande au bébé de 6 mois, parce qu'il n'a pas l'appréhension, parce qu'il n'a pas dans son répertoire le fait de taper avec un objet, non plus que l'exploration de l'objet à la bouche, comme il va se mettre à faire sur la base du modèle, c'est-à-dire qu'il va avoir la flexibilité d'utiliser l'objet de 2 façons différentes sur la base de l'imitation. Bon, alors avec le peu que j'ai dit sur l'imitation, on pourrait se poser la question de sa définition, et je vais tout de suite vous dire que la définition est très complexe. Tout le monde croit savoir ce que c'est que l'imitation, mais si je m'amusais au jeu de vous demander ce que vous en pensez, il n'y aurait pas 4 ou 5 personnes qui seraient exactement du même avis. Il faut voir que quand on parle d'imitation, il y a déjà à se demander quand est-ce qu'on imite. Est-ce qu'on imite tout de suite? Est-ce qu'on imite pendant que le modèle est en train de dérouler son action, ou est-ce qu'on va imiter 1 mois plus tard? Naturellement, si c'est 1 mois plus tard, c'est l'imitation différée. Ça demande d'avoir codé le mouvement, de le ressortir à bon escient dans un contexte pertinent et cohérent. Quand on imite tout de suite, tous ces problèmes n'existent pas. Il y a aussi le fait de savoir si ce sont des actions familières ou nouvelles. Julie, ce matin, disait ce n'est pas le même système qui est en jeu. Beaucoup plus d'éléments liés au système neuronal miroir quand il s'agit d'actions simples et familières. Et sinon, un système, une organisation visomotrice et des boucles sensorimotrices beaucoup plus complexes quand il s'agit d'actions nouvelles. En outre, ça peut être des actions simples, ça peut être des actions à plusieurs sous-buts, et tout ceci rentre en ligne de compte. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'il est exactement stupide de dire de quelqu'un qu'il n'est pas capable d'imiter ou qu'il est capable d'imiter si on n'a pas précisé de quel type d'imitation il s'agit. Et si je commence à dire ça, c'est parce que à la fin, mon message, ça va être: on a tout faux quand on dit que la personne avec autisme n'est pas capable d'imitation. Donc je prépare mon petit terrain maintenant. Derrière différents types d'imitation, il y a différents mécanismes sous-jacents. Bien sûr, tous les niveaux d'imitation impliquent l'attention visuelle. Après, la connaissance du corps, la performance motrice, la mémoire, le contrôle de l'activité, les relations moyen-but, l'analyse séquentielle, la planification, ça, on reconnaît là ce qu'on appelle les fonctions exécutives, ça dépend de la complexité de la tâche. Et puis, naturellement, on peut avoir des choses qui ont été particulièrement illustrées et bien illustrées par Bérangère ce matin, liées à la représentation mentale qu'on peut se faire selon qu'on est en égocentrique ou en allocentrique dans une situation, et ça aussi ça entre en ligne de compte dans les performances d'imitation. Voilà. Alors
s'il y a quelque chose à retenir, c'est que l'imitation, c'est plus compliqué que ça en a l'air en tant que phénomène, et que ce n'est pas un phénomène unitaire, que ça met en jeu des mécanismes très différents selon le type d'imitation. Alors, une question que j'aime bien poser, c'est pourquoi faire ? À quoi sert d'imiter? Et là, quand on pose cette question, moi je me la suis posée en tant que personne curieuse, et naturellement tout le monde sait que l'imitation sert à apprendre, et qu'elle a un bénéfice individuel, et aussi un bénéfice pour l'espèce, transmission des connaissances et des héritages. Mais ce que l'on savait beaucoup moins, c'est que l'imitation sert à autre chose, l'imitation sert à communiquer avant le langage. Et là, c'est un bénéfice qui n'est pas seulement pour soi, c'est un bénéfice qui est pour l'autre, comme je vais essayer de le montrer, mais qui implique alors deux facettes de l'imitation, imiter et être imité. Voilà, il se trouve que dans la vie ordinaire, les jeunes enfants n'arrêtent pas d'imiter des actions familières. Et on peut se demander à quoi ça leur sert, puisqu'ils ont déjà ça dans leur répertoire. Alors c'est en cherchant à répondre à cette question que nous avons découvert que l'imitation a une fonction de communication avant le langage. Alors vous allez voir fonctionner. Ici, il n'y a pas de... Down his balloon Pardon. and picks it up again. Ouais. C'est mon commentaire, c'est sans intérêt. Julien comes to touch the table leg also. Il n'y a pas de mots. Look at their position. They are practically symmetrical. Voilà. Je pense que vous n'avez pas besoin de commentaires pour comprendre où est le niveau d'imitation ici. Alors nous avons repéré la fonction de communication de l'imitation en présentant à des enfants ordinaires de 12 à 42 mois un espace expérimental qui permet de communiquer sans parler. On a 2 ou 3 enfants de même âge. Quand on a 3 enfants, on a 3 objets identiques. Quand on a 2 enfants, on en a 2. Il n'y a pas d'adultes dans la pièce. Les lieux sont connus, mais ils sont réorganisés de cette façon. Il n'y a pas de consignes, il y a des caméras cachées. Et il y a un dispositif contrôle qui est avec autant d'objets, mais tous en un seul exemplaire. Les résultats, eh bien, c'est que quand on est avec des objets identiques, les ports d'objets durent beaucoup plus longtemps que quand on est avec des objets différents. Comme si l'intérêt pour l'objet est lié au fait que l'autre a en main le même objet. Pendant que les enfants ont ces objets en main, que font-ils? Eh bien, ils focalisent leur attention sur le partenaire. Et vous voyez, c'est très fort, c'est plus de 75% de leur temps est occupé à regarder ce que fait l'autre. C'est donc pas l'objet qui les intéresse, mais c'est ce que l'autre fait avec. Au contraire de quand ils sont avec des objets différents, où la différence n'est absolument pas significative. Voilà, l'imitation a 2 facettes, imiter et être imité. Et la chose magique, c'est que sans qu'ils n'aient jamais à l'apprendre, les enfants en tirent 2 rôles, qu'ils alternent comme des tours de parole, tout en superposant leur action et en accordant leur tempo. Là, vous allez en voir un exemple. Vous allez voir lui qui est imitateur au début et qui deviendra à la fin modèle par un tour de parole. Vous voyez que le langage n'est pas très sophistiqué. Voilà. Et ceci... c'est un microcode qu'ils utilisent entre eux. On prend les 2 objets et on en tend l'un à l'autre. Et ça veut dire, maintenant, c'est moi qui mène l'affaire. Et si l'autre prend l'objet, alors ça veut dire que je suis d'accord pour te suivre dans cette affaire. Voilà, vous avez vu qu'il y a des accélérations. Vous avez vu que celui-là courait. Et vous avez compris pourquoi. Il courait pour être synchronisé avec l'autre. Et il n'avait pas anticipé le fait que l'autre allait reprendre le chapeau. Et donc, voilà, la synchronie, je l'ai figurée sur une courbe.
la symétrie entre les rôles, et ça marche vraiment systématiquement à ces âges-là. C'est très robuste, j'ai vu des centaines d'enfants avec ça, on les a vus dans des situations incroyables, avec des caméras, avec des gens qui voulaient filmer ça, avec 3 personnes au milieu et tout, ça marche quand même. Alors, non seulement il y a le tour de parole, donc l'alternance à toi à moi, il y a la synchronie, vous avez vu, les accélérations, mais aussi il y a une co-régulation de l'attention du fait que on choisit le même objet et qu'on organise son action de la même façon. Il y a donc de ce fait l'utilisation d'objets identiques est un cas particulier d'attention conjointe sur un même référent. Et alors là, l'attention conjointe est portée par l'intérêt pour une même catégorie d'objets. Les objets identiques sont des co-référents. Il y a strictement une sérénité dans ces réunions où il n'y a pas d'adultes, lié au fait qu'il n'y a pas de compétition sur un objet, et pourtant l'attention est portée sur le même type d'objet. Alors, il y a du partage émotionnel. Alors, vous voyez le sens des postures comme étant quasiment l'objectif de reproduction des postures, comme un peu la manière de reproduire l'autre. Moi, je comprends comme ça. Ici, en jaune, vous avez, ce sont les mêmes diades d'enfants qui ont été vus dans 2 situations, avec un seul exemplaire des objets et avec 2. Alors, c'est pas la peine que je vous dise que c'est extrêmement significatif. Ils rient 7 fois plus en moyenne quand ils sont avec des objets identiques que quand ils sont avec des objets différents. Quand même, derrière cette idée du rire, du sourire, il y a quelque chose de très proche. On n'a pas parlé de ça ce matin, mais quand même, l'empathie entraîne le plaisir, entraîne la joie et entraîne l'émotion positive. Alors en imitant, je suis moi et l'autre en même temps, hein. Je vois faire ce que je fais ce que je vois faire, et l'action devient une copropriété. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Ce matin, on a à peine effleuré cette question, mais on l'a effleuré quand même. L'idée que, à un moment donné, ressentir exactement la même chose, parce qu'on est en train de vivre la même expérience, c'est absolument fondamental. Et là, je vois un cas quasi parfait avec la copropriété de l'action où eh ben, on a la même expérience qu'on partage en même temps. C'est un partage de phénoménologie, on peut dire, qui est extraordinairement rare évidemment, et justement ça fait penser à Merleau-Ponty. Et là on se demande comment il aurait décrit ce Dasein de double qui partagent l'expérience d'être des doubles. Alors je vais vous montrer quelque chose de très rigolo. Soyez bien attentifs, vous allez voir que celui-là va perdre son chapeau, et que celui-là va chercher son chapeau dans son dos alors qu'il l'a sur la tête, et que ensuite, quand celui-là va essayer de mettre son chapeau dans son dos, celui-là va toucher sa tête comme s'il avait son chapeau sur la tête. Voilà, c'est très rapide, mais c'est tout de même très intéressant comme idée de comprendre physiquement l'autre. Voilà, vous avez vu? Et voilà. Plus tard, le système imitatif est obsolète. C'est pourquoi, je pense, on ne l'avait pas mis en évidence, c'est qu'il ne dure pas très longtemps. Et là, je vais vous donner l'exemple d'enfants de 42 mois ensemble. Voilà. Donc vous voyez que les objets identiques à partir de ce moment-là n'ont évidemment plus la même fonction. Et maintenant, un enfant, l'enfant de 30 mois que vous avez vu tout à l'heure avec la fille de 42 mois, qu'est-ce que ça donne? Maintenant, je vais faire Lily. Moi.
Bon. C'est comme ça. Et je vais pas passer ça. Comme ça. Comme ça. Là. Ça pas que lui. Et là, un petit peu plus tard, ça va très mal finir. C'est pas drôle. Alors, sommes-nous devant un exemple d'empathie ? Sommes-nous devant un exemple d'imitation? J'aurais tendance à penser que nous sommes en présence d'un exemple d'imitation pour communiquer chez le jeune garçon et de dérision de l'empathie chez la fille de 42 mois. En tout cas, ça nous éclaire un petit peu sur éventuellement les différences qu'il peut y avoir entre la question de la résonance émotionnelle et la question de la résonance motrice. Voilà, alors l'imitation est un système de communication simple, puissant, mais transitoire, qui disparaît au bénéfice du système verbal. Il se fonde sur des codes tacites, il transmet des représentations simples, qui sont issus de l'imagerie motrice, issus du répertoire moteur. Il représente un appariement de couplage perception-action. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il est négligeable. Il est absolument nécessaire, car il exerce 3 composantes essentielles de toute communication: la synchronie, l'alternance et le partage de thèmes. Mais naturellement, il est limité à ce qui se passe à un moment donné, dans un lieu donné. Il est contraint par un répertoire d'expériences motrices et il ne résiste pas aux possibilités représentationnelles qu'offre le langage. Alors, est-ce qu'on a perdu ça pour toujours? Je ne le crois pas. Est-ce que, par hasard, toute forme de communication ne suppose pas, de manière sous-jacente, que restent certains éléments de ce langage-là? Je crois, et en tout cas, de toute façon, la synchronie, certainement. Le tour de parole, on l'a évidemment dans le verbal. La synchronie qui fait qu'on peut se superposer des éléments de motricité au fur et à mesure qu'on se parle, l'un parle, l'autre écoute, mais il y a quand même des éléments qui montrent que les deux personnes sont en phase. Alors que sait-on des activations cérébrales pendant une interaction sociale? Rien. La plupart des procédures explorant les interactions sociales se limitent à enregistrer une personne seulement dans un contexte social. C'est pas par hasard, c'est évidemment extrêmement difficile. Là, on a un exemple d'une méthodologie nouvelle qui s'appelle l'hyperscanning, qui permet d'enregistrer plusieurs cerveaux simultanément. Et c'est Hasson qui était à la base de ça. Alors vous voyez, il y a une salle de cinéma et on est en train de projeter Le Bon, la Bête et le Truand. Puis là, on a figuré des cerveaux, puisque ces cerveaux-là ont été, disons qu'il y en a 5, qui ont été enregistrés simultanément pendant la même vision du spectacle. Et ils ont montré que les activations cérébrales présentent des similitudes au niveau des activations, des oscillations, pardon. Mais ce n'est pas de l'interaction, c'est de l'attention conjointe vers quelque chose, c'est de la perception. Bon. Notre option, ça a été d'utiliser le paradigme de l'interaction imitative vue chez le bébé et chez le jeune enfant, parce que c'est fiable, parce que c'est simple, parce que ça implique la synchronie, le turn-taking, comme tout type d'interaction. Et donc, du coup, nous avons fait un travail qui n'est pas encore publié, donc je ne peux pas trop m'étendre, mais c'est intéressant quand même de voir la méthodologie. Ça se passe au CNIR, là où vous avez vu le film ce matin réalisé avec Julie sur sur les méthodologies de l'IRM. Alors, on est dans une situation d'IRM. Là, on a l'expérimentatrice, elle est hors du champ d'IRM. Et là, on a la personne dans son lit d'IRM. Et la question posée, c'est imiter quand ça vous plaît.
Et voilà le type de situation qu'on recueille. C'est difficile, mais c'est extraordinairement intéressant, parce que ce qu'on voit avec cette forme d'imitation-communication, c'est qu'elle n'a pas du tout les mêmes activations que l'imitation induite. On est dans un autre cadre, et on est cette fois-ci dans le cadre de la communication. Une autre expérience qu'on vient de terminer, qui consiste à ce qu'il y ait deux participants qui partagent les bonnets qui partagent un bonnet DEG, donc qui sont complètement synchronisés en ce qui concerne le port des électrodes, et qui se voient par l'intermédiaire d'un système de double vidéo, qui voient leur mouvement de main. Et là aussi, il y a deux conditions expérimentales: imiter quand ça vous plaît ou imiter quand on vous le dit. Et si je résume les résultats, l'imitation représente 61% du temps pendant la période spontanée. On trouve des turn-taking, on trouve de la synchronisation. La synchronie, c'est étonnant, en moyenne, on a 80% de temps en synchronie pendant ces situations. Et ce qu'on trouve avec des méthodes non linéaires, c'est que on trouve des synchronies entre les deux cerveaux qui correspondent aux synchronies comportementales, avec un rôle pivot des pariétaux droits des deux interactions, des deux interactants. Donc on trouve le même type de résultats qui ont été indiqués ce matin et par Bérangère et par Julie, sauf que là c'est sur les synchronies entre les deux cerveaux. Et on trouve aussi des asymétries entre le modèle et l'imitateur, qui montrent que effectivement le fait d'être celui qui initie ou celui qui reprend n'implique pas quand même exactement les mêmes zones cérébrales. Alors, fort de ça, je me dis qu'il nous reste quelque part des traces de l'imitation, et je me demande aussi quelles possibilités offre l'imitation synchrone dans le cas d'autisme non verbal. Je ne vais pas rester longtemps sur une définition de l'autisme que beaucoup d'entre vous connaissent. Vous savez que c'est un trouble envahissant du développement du système nerveux central. Les causes potentielles sont multiples. Il y a des causes génétiques qui commencent à être assez clairement démontrées, mais il y a des phénomènes d'interaction extrêmement importants. L'âge de début pour recevoir un diagnostic d'autisme, même s'il est rétrospectif, doit être avant 36 mois. Les principaux déficits, ceux qui sont vraiment consensuels, concernent la communication verbale et non verbale et les interactions sociales. Alors, est-ce que les personnes avec autisme peuvent imiter et reconnaître être imitées? Parce que si c'est le cas, au moins elles vont avoir à leur disposition un moyen de communiquer. Alors c'est un objet de controverse, parce que classiquement, on dit non, ou en tout cas les chercheurs disent non. Les praticiens ne sont pas tout à fait du même avis que les chercheurs. C'est quand même très intéressant de voir ça. Et donc la question est que l'étude de l'imitation se fait classiquement sur la base d'une procédure de type « fais comme moi », qui rend impossible la fonction de communication. Naturellement, on n'a jamais vu communiquer en disant « maintenant tu communiques avec moi ». Et ça ne permet pas de faire apparaître la synchronie, ça prive l'imitation de son caractère sélectif, et s'il est impossible de savoir si la personne reconnaît être imitée. En outre, bien souvent, dans les tâches utilisées, les actions modèles sont sans signification. Je pense au paradigme de Jacoboni, ce sont deux doigts qui alternent les mouvements, et évidemment on peut se poser le problème de savoir dans quelle mesure il n'y a pas une régulation automatique de ce type de mouvement. Toujours est-il qu'en plus, elles sont hors contexte, et surtout qu'on prend rarement en compte le répertoire moteur de la personne. Alors, je n'ai fait que dire, et puis à la suite de Julie, qu'il faut le répertoire moteur nécessaire pour pouvoir imiter. Et quand on n'a pas pris en compte le répertoire moteur de ces personnes avec autisme, comment est-ce qu'on peut dire si elles sont capables d'imiter ou pas imiter? Ça, c'est l'un des grands problèmes de ces manières de travailler. Alors voilà, contre l'idée classique selon laquelle les enfants avec autisme n'imitent pas, si on interroge l'imitation spontanée, si on ne demande rien, eh ben, on voit des choses tout à fait différentes se produire. Voilà, on fait des choses amusantes qui leur attirent l'attention, et ça marche parfaitement bien.
Voilà, ça c'est un grand succès, le parapluie qui s'ouvre avec le chapeau dessus, ça marche merveilleusement bien. Les postures, il paraît que les enfants avec autisme n'imitent pas les postures, moi je peux démontrer le contraire tous les jours. Voilà, et vous voyez que la synchronie est au rendez-vous. Il semble qu'ils n'imitent pas les mimiques non plus, alors nous allons voir ça tout de suite. Un exemple parmi des centaines, voilà. Hein, voilà. Ils sont capables de reconnaître, être imités, même quand on ne l'imaginerait même pas, étant donné le fait que, par exemple, cet enfant-là reste des heures assis sans rien faire. Donc j'avais peu d'espoir. C'est des choses très simples. Mais ça fait rien. La question ne concerne pas le moyen. La question concerne la réalisation que ce moyen permet. Et le contrôle de ce que fait l'expérimentateur. Ici, un autre niveau de reconnaissance où carrément, alors on est beaucoup plus évolué dans la reconnaissance, parce que on va comprendre tout de suite que l'imitation est intentionnelle et interactive. Voilà, il y a déjà le sourire. Là, on va faire le test. Voilà. Et voilà, je suis une parfaite étrangère et on est déjà devenus des copains en quelques instants sur une base de genre. Voilà, quand on reconnaît être imité et qu'on peut imiter, eh bien, il se passe des choses de genre. Voilà, un garçon avec autisme qui vient de rencontrer une fille qui n'a pas d'autisme, qui est juste une déficiente mentale. Voilà, et vous allez voir, il y a le plaisir, il y a la joie. On a 2 ans et demi, mais ça marche. Ici. On les pose là, on les pose là. On les repose sur les genoux, on pose sur les genoux. Voilà, cet enfant non verbal qui produit des écholalies et donc dans une relation parfaitement équilibrée avec l'autre. Donc, fort de ces expériences-là, je me suis posé le problème de savoir si un épisode imitatif permet d'aboutir à s'intéresser à l'autre quand l'autre est un étranger. Et donc, j'ai repris un paradigme qui existe et qui s'appelle le paradigme du still face, où donc une mère est en interaction avec son bébé et puis soudain prend un visage impassible. Et cette expérience est faite pour montrer que l'enfant très très jeune est sensible à la synchronie et à l'interactivité entre les personnes. Alors moi je l'ai repris autrement. L'enfant entre dans une pièce familière où un adulte inconnu est assis avec le visage complètement impassible, et puis 3 minutes après, alors l'étrangère ou l'étranger imite l'enfant avec l'objet identique, puis retourne en position impassible, et l'hypothèse c'est que alors, une fois que l'étranger a montré ses capacités d'interactivité, mais il faut qu'il les montre, on ne le lui suppose pas au départ, une fois qu'il les a montrés, alors l'enfant avec autisme essaye de rentrer en relation, prend des initiatives d'interaction. The experimenter is sitting still, waiting for the child. The child is a 9-year-old non-verbal Donc il a 9 ans. boy with autism. His mental age is 30 months. He has just Il a entered 30 the mois room d'âge de and développement. focused his attention Il a ses stéréotypies, on the il s'intéresse aux objets. not Il n'est on pas the perturbé still par le person. fait qu'il a cet adulte qu'il ne connaît pas et qui ne bouge pas dans un coin. Par contre, je vous ai mis le portrait d'un enfant avec trisomie 21 qui vient de rentrer dans la pièce et qui voit cette espèce de machin assis et qui ne bouge pas. Il reste près de la porte,
avec beaucoup de précautions, en se disant s'il y a besoin, je vais pouvoir ressortir. Et il a l'air complètement horrifié de la situation, ce qui est absolument une évidence du fait qu'il comprend qu'il y a une violation des règles sociales dans cette situation. Alors là, donc l'enfant avec autisme n'est pas gêné. Voilà. Alors, deuxième épisode, 3 minutes d'interaction. Et vous voyez l'œil en biais qui contrôle. Et vous voyez le tour d'imitation, puisqu'il devient mon imitateur, moi qui l'imite. Et troisième épisode, eh ben, on redevient impassible, et là, l'enfant ne s'intéresse plus qu'à une chose, cet étranger qui est devenu inexpressif alors qu'il l'était juste avant grâce à l'imitation. The only concern of the child will be the still person. Alors remarquez la palette émotionnelle, l'expressivité. Il a l'air d'un petit garçon ordinaire, ce petit garçon-là. Avec ses hésitations, ses... Voilà. Et donc, comme évitement de regard, vous voyez qu'on peut faire mieux. The adult is interactive again. Heureusement, voilà, c'était la fin des 3 minutes, et vous voyez l'expression heureuse du garçon dans la situation. Voilà, l'imitation suscite la résonance émotionnelle. Alors, est-ce qu'elle suscite l'empathie? Peut-être. Je suis moi et l'autre en même temps. Physiquement, j'ai exactement la même expérience en même temps. Donc ce garçon qui voulait sortir, il ne me connaît pas, je viens de rentrer dans la pièce. Le voilà déjà qui me prend en compte. Voilà. Est-ce que nous baignons dans l'empathie? Voilà ce que je voulais vous dire, le message que je voulais vous donner, c'est que ces capacités du très jeune enfant d'alterner dans le même, en faisant la même chose, de se synchroniser, on peut les retrouver, on peut les développer, on peut aider à ce qu'elles se produisent chez la personne avec autisme, et que l'imitation engendre le plus puissant découplage entre moi et l'autre, en ce qu'elle permet que soit et l'autre éprouve simultanément le ressenti d'une expérience similaire, que les effets de son comportement sur l'autre soient repérables. C'est donc là une intentionnalité qui est efficace, puisqu'on va en rechercher la preuve en testant l'autre, que la réponse de l'autre peut être anticipée comme congruente, c'est donc l'inférence d'une intentionnalité efficace, et en bref, c'est un point de départ pour comprendre l'autre. Et voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci Jacqueline, je crois que tout le monde a été à la fois captivé et très touché par ce qu'on a vu. On comprend toute l'importance de l'imitation dans les rapports dès le plus jeune âge, chez toutes sortes d'enfants, ça on l'a très bien vu. Vous avez posé la question à un moment, qu'est-ce qu'il en reste chez nous une fois qu'on est devenu plus grand? Et je me suis posé la question, mais enfin quand plusieurs personnes se réunissent dans une salle et font les mêmes mouvements au même moment, est-ce que c'est pas ce qui se passe quand on danse? Bon, on va repartir sur cette distinction qu'on peut avoir à faire entre la contagion
Et puis l'imitation, moi je crois profondément à la dynamique d'une relation. Je crois profondément que il y a une transformation par l'imitateur de ce que fait le modèle, que l'objectif de l'imitateur n'est pas celui du modèle. L'objectif de l'imitateur, c'est de reproduire ce que fait le modèle. L'objectif du modèle, c'est de faire quelque chose qui a du sens. Quand on est dans des situations où on réagit de la même façon en même temps, j'aurais tendance à penser que on utilise, on applique des schémas qui font partie intégrante de notre expérience personnelle, et qu'à un moment donné, la situation est telle que nos expériences personnelles se rencontrent sur un schéma particulier. Pour moi, ce n'est pas la même chose que ce couplage particulier de deux individus qui, en s'imitant, produisent autre chose que ce que chacun est capable de faire indépendamment de l'autre. Est-ce que je me fais comprendre quand je dis ça? C'est comme si il y a deux systèmes, ces deux individus, et il y en a un troisième, c'est le produit de la rencontre entre ces deux individus, qui n'est pas une addition, mais qui est quelque chose de nouveau, c'est une création. Voilà. Ça, on le voit sur les films, hein, ça transparaît. C'est vrai que... Est-ce que quelqu'un veut poser une question sur ce qu'on vient de voir? Oui, Bérangère. Je suis là. Je voulais vous poser une question. Le dernier petit film qu'on a vu, où vous êtes avec un enfant autiste avec une petite pelle bleue, vous utilisez votre main droite, et au début, lui, utilise sa main gauche. Et puis au bout d'un moment, hop, il utilise sa main droite pour prendre la pelle, puis ensuite il vient vers vous. Est-ce que cette espèce de changement entre, du coup, réflexion-rotation, sans avoir l'air de trop insister, est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé au cours du temps? Parce que j'ai eu l'impression aussi qu'avec un des petits bébés, et la manipulation de l'objet à un moment, l'expérimentateur devant l'enfant utilise sa main gauche et le petit bébé la main droite, et puis tout à coup il attrape l'objet, il le porte à la bouche ou quelque chose du genre, et hop, il réutilise la main droite. Est-ce que cette espèce de switch, de changement, réflexion, rotation ou inverse, c'est quelque chose que vous avez régulièrement remarqué ou pas du tout? J'ai donné toutes mes vidéos à un collègue anglais qui voulait regarder cette question-là, et qui s'est trouvé assez dépité par le fait que c'est hétérogène. Il y a vraiment des cas où on a bien l'impression que ce que vous êtes en train de décrire, c'est ce qui se passe, et puis on a d'autres cas où on a l'impression que c'est complètement aléatoire. Alors, est-ce que on n'est pas dans une situation de coordination bimanuelle déjà, hein? Donc, est-ce que c'est trop tôt pour poser ces problèmes-là véritablement? Est-ce qu'il y a aussi une question de position, s'ils sont dans une position égocentrique ou s'ils sont... Parce que là, en l'occurrence, c'était en face. C'est pas toujours le cas. Comme, par exemple, ce que je vois avec les personnes avec autisme, c'est que les enfants ne sont pas gênés. Ils reconnaissent très très bien être imités, quel que soit l'emplacement qu'on prend, si on est en face mais pour imiter, et c'est pour ça que souvent je me mets à côté, pour imiter, ils ont besoin d'être à côté. Alors ça m'intéresse beaucoup, parce que pour être imité, ça ne pose pas le même problème. Donc il y a quand même... alors pour le pariétal, ça peut être très intéressant, ça. Hein. Ouais. Merci. Oui, d'abord, je trouve, je suis là, l'exposé absolument magnifique, et il se trouve que c'est la deuxième fois que je vois ces images. Je suis là, par là. Je vois pas, j'ai...
J'ai le flash. Là, Ah d'accord, d'accord. Voilà, juste pour dire que je suis assez étonné de la force émotionnelle de ces images. C'est-à-dire, c'est la deuxième fois que je les vois. Moi, j'ai vu une de vos conférences à la Salpêtrière il y a quelques années, hein, et je pense que ça dit que on sent que c'est vraiment la source de la façon dont on se constitue, quoi. Finalement, qu'il y a quelque chose d'absolument poignant dans ces images. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ça a un intérêt thérapeutique finalement avec les enfants autistes de les imiter? Est-ce que, par exemple, pour des parents qui ont un enfant autiste, une sorte de vie fondée sur l'imitation ou d'imitation intensive n'aurait pas un intérêt thérapeutique pour réafférenter finalement émotionnellement ces enfants? Je vous remercie de cette question, évidemment. C'est une question qui me préoccupe beaucoup. Nous avons toute une équipe à Metz, puisque c'est à Metz que l'occasion s'en est présentée, qu'on me l'a proposé, qui travaille. Alors on a 10 enfants avec autisme qui suivent d'une manière régulière, 2 fois par semaine, pas longtemps, c'est pas à peine que ce soit longtemps, 5-10 minutes, 2 fois par semaine, ça fait déjà 6 mois. Voilà, des exercices de ce type, et nous avons 10 enfants qui suivent, qui sont appariés, qui sont aussi diagnostiqués de la même façon, et qui suivent d'autres aides. Et j'ai eu une réunion avec les parents il y a 2 semaines, et ils sont extrêmement positifs. Ils trouvent qu'il y a une transformation de l'attention portée à l'autre. Forcément, l'imitation, ça donne du gain de ce côté-là. Il y a, au niveau des stéréotypies aussi, il y a des changements parce que, du coup, l'activité peut être sous-tendue et au lieu qu'elle soit sans signification. Et donc, voilà, l'expérience, elle est pas complètement terminée. On est en train de coder les comportements puisqu'on a fait plusieurs évaluations avec des personnes étrangères à notre expérience pour que ce soit plus rigoureux. Mais on dirait que ça a des très très bons effets. Moi j'y crois, hein, je ne peux pas dire le contraire, parce que je pense que c'est extrêmement basique et en même temps c'est extrêmement fort en implication de toutes sortes, que ce soit au niveau sensorimoteur, que ce soit au niveau émotionnel, et la mise en commun justement du sensorimoteur et de l'émotionnel. C'est le corps. Ce matin, j'entendais quelqu'un dire et le corps avec l'empathie, et là, c'est le corps qui est en train de prendre l'autre en compte. Hein, voilà. Alors notre expérience, pour l'instant, elle est plutôt positive. Je peux pas. Il y a une enfant qui n'en bénéficie pas sur les 10. Tous les autres en bénéficient. Et cet enfant-là, elle est en train d'acquérir le langage. Donc je pense que c'est plus adapté à ses besoins. Elle a d'autres moyens de communication derrière. En tout cas, je vous remercie de cette question. Je pense profondément que ça peut être très très utile. Oui. Je connais un ami qui s'appelle Gilles Robert Manuel, qui s'occupe énormément d'enfants autistes, et chaque année il organise un spectacle ou un événement artistique avec des autistes. Et l'année dernière, je suis allé voir une pièce qui avait été écrite pour des autistes et interprétée par eux sur les 1001 nuits. Et j'étais très impressionné par ce que ces jeunes enfants avec des professionnels pouvaient donner sur scène. Et je me demandais quelle pouvait être la part de l'imitation ou la part de contagion dans ce cas-là, parce que c'était assez extraordinaire, et la nature du lien, de l'échange qu'il y avait entre les acteurs et eux pour arriver à monter ce spectacle, et eux et le public qui les reconnaissait, s'il vous plaît. Oui. Quelle est la nature ? Ah oui. Oui, je pense qu'en effet, on doit être dans une construction de ce genre. J'ai oublié de dire quelque chose qui peut être utile par rapport à ça, c'est que l'imitation, on peut l'apprendre à différents niveaux, et naturellement, il peut y avoir du symbolique aussi dans le type d'imitation qui est véhiculé. C'est le niveau au-dessus, mais je suppose que là, on est dans ce cas. Évidemment, ils en sont parfaitement capables aussi.
Et donc on peut faire sortir des éléments que je ne vais pas dire codés parce qu'on n'est pas au niveau des codes, mais donc de l'imaginaire d'une manière extrêmement intéressante de ce point de vue, avec de la créativité. Ah, c'est un message d'espoir aussi, ça, hein, parce que on n'a pas épuisé tous les moyens d'entrer en contact avec quelqu'un, et surtout les moyens qui sont polyvalents. On peut entrer en contact de façon très diverse grâce à l'imitation. Et avec un minimum d'observation, on se met évidemment au niveau sur lequel l'enfant va pouvoir, ou la personne d'ailleurs, parce que ça marche très bien avec les adultes aussi, il faut le dire. Ouais. Merci, merci encore une fois, Jacqueline Lanel. On va aborder maintenant un autre sujet, une autre conférence, dont le thème est absolument central à l'étude de l'empathie, aussi bien d'un point de vue pratique que dans l'histoire de l'étude de l'empathie, puisqu'il s'agit de nos réactions face à la douleur d'autrui et comment on réagit à la souffrance de quelqu'un qu'on a en face de soi, dans quelle mesure on peut être gagné par sa souffrance ou au contraire parfois mettre une distance, puisque chacun sait que bien souvent on est capable aussi bien d'indifférence que de compassion face à la détresse d'autrui. Alors pour traiter ce sujet, je vais recevoir Nicolas Danziger. Vous êtes neurologue à l'hôpital La Salpêtrière et vous allez donc nous parler maintenant des différents types de réactions qu'on peut avoir face à la douleur de l'autre. Compassion ou rejet, acceptation ou déni. Bonjour. D'abord, je voulais dire aux organisateurs mon plaisir d'être là pour parler de ce sujet qui me tient à cœur et ce que je voudrais faire en fait, c'est finalement faire le pont entre deux champs de recherche qui sont finalement séparés pour des raisons assez artificielles, qui sont ce à quoi chacun se consacre dans son métier. L'un, c'est celui des cliniciens qui sont confrontés au problème de la douleur et tout particulièrement de la douleur chronique, donc les cliniciens qui travaillent en particulier avec les patients douloureux chroniques dans les consultations de la douleur, donc ce qui est une part de mon activité clinique, et d'autre part l'activité de recherche sur ces thèmes passionnants de l'empathie et là plus spécifiquement de la perception de la douleur d'autrui. Donc l'idée c'est de voir dans ces deux champs qu'est-ce qu'il y a justement de commun, qu'est-ce qui nous permet de penser les données cliniques à la lumière des faits établis dans le domaine expérimental, en faisant appel à la fois à l'expérience clinique avec les patients douloureux, et puis vous allez le voir avec un travail de recherche que j'ai mené depuis quelques années sur une population de patients très intéressante qui sont des patients qui ne sentent pas la douleur depuis leur naissance. Donc l'idée, c'est de montrer en fait, parce que c'est le point de départ de ce travail, le point de départ de ce travail, je pourrais le situer autour de finalement l'attention, pas attention mais la tension que j'ai pu sentir dans mon activité clinique avec les patients douloureux. Et cette tension, elle est justement, elle est faite d'une oscillation permanente quand on est confronté à la plainte douloureuse entre la reconnaissance de cette douleur, la possibilité de l'imaginer, de se la représenter, d'en être touché, et des réactions de défense et de déni qui sont malheureusement extrêmement fréquentes et dont le parcours clinique des patients qu'on peut voir témoigne malheureusement amplement. Alors partons justement de la clinique. Le contexte clinique dominant très largement quand on regarde les études qui ont été faites dans le domaine, qui sont des études où on cherche à comparer l'évaluation que les patients font de leur douleur et l'évaluation que les soignants font de la douleur des patients. Ce qui ressort très généralement, c'est une tendance lourde à la sous-estimation de la douleur des patients par les soignants. Cette sous-estimation, elle se voit quel que soit le contexte, que ce soit des patients qui arrivent aux urgences, en
On peut imaginer qu'effectivement, il y a une inquiétude sur le diagnostic, sur la gravité, que la douleur passe au second plan, mais c'est pas la seule raison, puisque même dans le calme et la confidentialité et l'intimité de la consultation chez le généraliste ou chez le spécialiste, on retrouve exactement le même phénomène. Il y a des études sur de larges populations qui le montrent avec de gros écarts entre la façon dont les patients estiment leur douleur et la façon dont les médecins estiment la douleur du patient. Ça concerne tous les types de douleurs, la douleur aiguë bien sûr, la douleur chronique encore plus, parce que le modèle qu'on se fait de la douleur, c'est toujours l'idée intuitive, mais fausse, d'une association, d'une corrélation entre le degré de douleur ressenti et le degré de lésion, de blessure. C'est ça notre expérience commune de la douleur aiguë, et donc on a toujours l'impression qu'il y a un lien de corrélation entre la gravité d'une blessure et le degré de douleur ressenti. Or c'est pas du tout le cas, et en particulier dans le contexte de la douleur chronique, où par des phénomènes de mémorisation cellulaire, même si la lésion disparaît, s'il n'y a plus de blessure, eh bien la marque de ce qui s'est produit est restée gravée dans le système nerveux et continue à faire souffrir un patient qui, pour son plus grand malheur, non seulement souffre, mais n'a plus rien à montrer comme trace possible de sa souffrance, ce qui évidemment va être un facteur d'aggravation, on va le voir tout à l'heure, du déni de sa douleur par les observateurs extérieurs. Ça se voit également dans le contexte post-opératoire, même s'il y a eu une véritable révolution dans ce domaine avec l'auto-administration de morphine, qui a été un changement considérable dans la pratique médicale, où tout d'un coup on a considéré que le patient était l'expert de sa douleur et qu'il pouvait s'auto-administrer de la morphine après l'intervention chirurgicale en fonction de ses besoins. C'est un changement radical de la vision sur la douleur qui, je trouve, donne beaucoup d'espoir pour que les choses changent. La douleur de l'accouchement, il y a des études qui montrent à quel point elle peut être sous-estimée également par aussi bien médecins que infirmières que sages-femmes. Des douleurs dans des situations pourtant aussi simples à concevoir que la fracture osseuse, les brûlures, des études chez les grands brûlés qui montrent une sous-estimation très importante de la douleur par les soignants, et également, aussi surprenant, que ça paraisse dans le cancer, avec en particulier une étude à l'échelle européenne en 2007 qui montre un écart considérable entre ce que les patients ressentent et ce qui est estimé par les soignants. Il y a un vrai problème de la prise en charge de la douleur dans le cancer, avec par exemple 30% des patients qui ont des douleurs sévères qui ne reçoivent aucun traitement antalgique. C'est quand même assez spectaculaire. Alors l'autre chose intéressante, c'est que ça touche tous les âges. Ça touche l'enfant, et non seulement ça touche l'enfant, mais ça a touché l'enfant d'une façon absolument inconcevable aujourd'hui, puisque jusqu'à la fin des années 80, milieu des années 90, il y avait une sorte de conception qui est vraiment une sorte de paradigme du déni médical sur le fait que les nouveau-nés ne sentaient pas la douleur, soi-disant à cause d'une immaturité de leur circuit neurologique. Alors que quand vous voyez un nouveau-né, et même un nouveau-né prématuré, 7 mois de gestation, la mimique de douleur, l'expression faciale de douleur est en place déjà, à ce moment-là, de façon complète. Quand il y a des procédures douloureuses, il y a des contorsions, il y a des cris, donc tout est là. Et il faut une sacrée dose de déni pour dire que ça n'est pas de la douleur, et que ce sont des réponses automatiques, comme chez un patient comateux, qui n'aurait pas conscience de ce qu'il ressent. Alors ensuite, il a fallu que des pédiatres anesthésiques, en particulier anesthésie pédiatrique, s'inquiètent de l'état catastrophique, de la physiologie catastrophique des nouveau-nés sortant du bloc opératoire, pour se rendre compte qu'on opérait des nouveau-nés de chirurgie lourde, où il fallait ouvrir le thorax, ouvrir l'abdomen, sans la moindre anesthésie, avec simplement une paralysie musculaire par des produits paralysants, et puis c'est tout. Alors ensuite, les enfants étaient dans des équilibres glycémiques considérables, des taux d'adrénaline extrêmement élevés, et il a fallu que des pédiatres comme Annan en Angleterre, qui ensuite est allé aux États-Unis, montrent que l'analgésie morphinique pendant le geste opératoire améliorait considérablement la survie de ces enfants en post-op. C'est-à-dire non seulement ils étaient mal, mais évidemment ces réactions de stress étaient délétères, donc ça augmentait la mortalité. Et c'est seulement en montrant que les réactions de stress physiologique étaient réduites
grâce à la morphine péropératoire et que la mortalité était diminuée, que tout d'un coup, on a commencé à se dire, mais ces enfants souffrent. Donc il a fallu en passer par des études scientifiques et par des résultats concrets sur la mortalité pour reconnaître ce qu'on avait déjà sous les yeux, c'est-à-dire que l'expression faciale était là. Et ensuite, quand on a regardé quels sont à partir de quel âge un nouveau-né prématuré a une activation corticale lors d'une stimulation douloureuse, on est retombé sur l'âge de 7 mois, 7 mois de gestation, c'est-à-dire ce qu'on avait parfaitement sous les yeux avec la simple mimique faciale. Heureusement, ça a changé beaucoup à partir des années 90, et alors que seulement 10% des services de chirurgie pédiatrique utilisaient la morphine dans un sondage fait en Angleterre à la fin des années 80, 10% seulement, on est maintenant à une généralisation vraiment de ces procédures. Pareil en réanimation néonatale, quand on regarde les études, le nombre de gestes invasifs potentiellement douloureux faits à un enfant en réanimation néonatale, c'est en moyenne 30 gestes douloureux par jour. C'est absolument considérable. Donc, quand on regarde les scores des nombres de gestes douloureux sur une semaine d'hospitalisation, on est aux alentours de 200 procédures douloureuses entre les injections, les prises de sang, les drains, etc. Et bien maintenant, heureusement, les nourrissons sont protégés par des traitements morphiniques et on sait que c'est fondamental parce que ça laisse des traces. C'est-à-dire qu'on a montré que les systèmes nociceptifs peuvent être très durablement, pendant des années, modifiés, probablement définitivement modifiés par des stimulations douloureuses intenses, précoces. Donc il y a une vraie prise de conscience, mais elle est extrêmement tardive, c'est-à-dire que quand on dit que c'est dans les années 80 que ça s'est passé, il faut préciser que c'est les années 1980, c'est pas les années 1880. Chez les adultes, on retrouve exactement la même chose, et chez les vieillards encore plus, avec un certain nombre de stéréotypes autour de l'idée que si on est plus âgé, eh bien, une sorte d'amortissement général de la sensibilité douloureuse, qu'on va moins la sentir. C'est totalement faux, mais ça fait partie des stéréotypes avec lesquels on fonctionne pour dénier la douleur d'autrui. Et quand on regarde la façon dont est évaluée la douleur dans les maisons de retraite, on se rend compte que là encore, si on y regarde d'un tout petit peu près, il y a un énorme écart entre l'estimation qui est faite par les observateurs et la réalité clinique. Alors, au-delà de cette question de la sous-estimation, pour avancer dans ce sujet, une des choses très intéressantes, c'est de dire, mais qu'est-ce qui biaise le jugement de la douleur d'autrui? Donc, il y a eu un certain nombre d'études expérimentales, cliniques, pour essayer de repérer les principaux biais de jugement. Et le premier biais de jugement qui a été repéré, enfin un des premiers historiquement, c'est l'ethnie, et en particulier les Américains qui savent très bien aborder ce genre de questions, ont montré que chez des patients qui arrivent aux urgences pour une fracture osseuse, eh bien la probabilité de recevoir un traitement antalgique est beaucoup plus importante si on est blanc que si on est hispanique ou noir. Donc là, il y a un biais considérable de jugement, non seulement dans l'évaluation, mais même à évaluation égale dans le traitement. C'est-à-dire que même quand on a correctement évalué la douleur du patient, eh bien le traitement qui est prescrit pour soulager sa douleur dans une fracture osseuse, quand même pas n'importe quel événement sur le plan de la douleur, eh bien cette prescription n'est pas du tout la même, elle est diminuée, elle est moins importante quand on a affaire à un patient qui appartient à une minorité ethnique. Ce qui pose immédiatement une question très intéressante, qui est la question de l'identification, bien sûr, à celui qui a mal. Le deuxième biais est un biais absolument dramatique. C'est un biais qui est lié à l'intensité de la douleur rapportée. C'est un biais très intéressant dans sa portée, parce que beaucoup d'études montrent que plus vous avez mal, et moins votre douleur sera reconnue comme telle. C'est-à-dire que la tendance à la sous-estimation est beaucoup plus forte pour les douleurs intenses. Et une étude qui a été faite avec des patients cancéreux a par exemple montré que le taux de concordance entre le jugement du médecin et le jugement du patient sur sa douleur est de l'ordre de 80% pour les douleurs faibles, donc tout le monde est d'accord, mais pour les douleurs sévères, le taux chute à près de 10%, donc ça veut dire qu'il y a une sous-estimation radicale des douleurs intenses, et on pourra discuter tout à l'heure des mécanismes responsables de ça, mais ça pose un problème majeur, qui est que ce sont les patients qui ont le plus besoin que leur douleur soit prise en compte à sa juste mesure, qui se voient les plus victimes de la sous-estimation. Troisième biais, on l'a déjà abordé un petit peu, c'est la question de la cause. Et là, les douloureux chroniques sont malheureusement mal placés. On sait que quand la cause de la douleur n'a pas pu être identifiée, et on pourrait même rajouter quand elle n'est pas visible, le rôle de la vue est absolument considérable dans la façon de saisir la question de la douleur, eh bien, la tendance à la sous-estimation est beaucoup plus forte. Et ça a été montré à la fois cliniquement et expérimentalement, avec en particulier 2 psychiatres américains qui ont fait une étude très ingénieuse de vignettes cliniques qu'ils ont soumises à des internistes
des cas de lombosciatique qui étaient absolument rigoureusement identiques entre eux, à une variable près, qui était que dans certains cas on voyait une hernie discale sur l'IRM lombaire, et dans les autres cas on ne la voyait pas. Par ailleurs, les patients étaient rigoureusement identiques entre eux dans leur présentation, et on a beau savoir, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on apprend la physiologie de la douleur, qu'il n'y a pas de corrélation entre une intensité douloureuse et les lésions anatomiques, et encore plus entre les lésions anatomiques visibles, puisqu'on ne peut pas tout voir bien sûr. Eh bien on a beau savoir ça, on a beau l'apprendre, c'est plus fort que nous. L'abstraction de la plainte douloureuse est telle qu'on se rattache comme indice de réalité à ce qui est saisissable, c'est-à-dire à la cause, et en particulier à sa possibilité de le saisir visuellement par l'imagerie. Il y a une fantasmatique extraordinaire de l'imagerie médicale supposée tout voir, et que du coup, celui ou celle qui n'a rien de visible se voit immédiatement taxé d'exagération ou de psychosomatique, qui est une des façons d'habiller le déni de la perception douloureuse. Enfin, quatrième biais intéressant, c'est celui qui concerne l'expérience préalable de l'observateur. Il y a une étude, par exemple, faite à Montréal sur les grands brûlés, où on regarde l'estimation de la douleur des grands brûlés par les infirmières, et qui montre que les infirmières qui ont le plus tendance à sous-estimer la douleur des patients, ce sont malheureusement les plus expérimentées. Et autre étude expérimentale faite par un psychologue canadien qui s'appelle Ken Esper-Keshin, qui cette fois montre des expressions faciales de douleur à des observateurs, leur demande de coter l'intensité douloureuse et compare l'intensité douloureuse à la fois à ce que le patient lui-même a ressenti et à l'expression faciale codée de façon extrêmement précise au niveau des différents muscles impliqués dans cette émotion, dans cette sensation et cette émotion, puisque c'est les deux à la fois bien sûr. Et ce qu'a montré Ken Esper-Keshin, c'est que les sujets témoins ont tendance à sous-estimer la douleur à partir de l'expression faciale, alors que l'expression faciale est porteuse d'une information très précise sur l'intensité douloureuse. Il y a une tendance générale à sous-estimer, que les proches d'un douloureux chronique, c'est-à-dire des gens qui ont un douloureux chronique dans leur famille, font beaucoup mieux que les sujets témoins, ils sont beaucoup plus proches de ce que les patients ressentent, et qu'en revanche, des kinésithérapeutes chargés de prendre en charge les douloureux chroniques, qui sont donc censés avoir une expertise particulière dans l'évaluation de la douleur, font pire que les sujets témoins en termes de sous-estimation. Alors, une fois qu'on a fait ce constat de la sous-estimation et qu'on a repéré un certain nombre de biais, une des questions qui se pose, c'est quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu dans cette perception, dans cette estimation de la douleur d'autrui et dans la possibilité de comprendre de manière plus générale l'état affectif d'autrui. Alors ça, c'est déjà des notions qu'on a développées ce matin, sur lesquelles je reviens brièvement, avec deux grands systèmes finalement, de façon très schématique, qui est un système de résonance émotionnelle avec autrui, qu'en anglais on a tendance à appeler le mirror matching, c'est-à-dire une sorte de couplage qui se fait entre l'observateur et celui qui l'observe. Et un deuxième grand mécanisme qui est un mécanisme plus élaboré sur le plan cognitif, qui est un mécanisme d'inférence de l'état émotionnel d'autrui, qui implique les phénomènes de théorie de l'esprit, qu'on appelle également la mentalisation en anglais, et la prise de perspective. Vous avez vu que ces différentes dimensions-là sont évaluées de façon très grossière par ces questionnaires dont vous avez vu tout à l'heure, mais qui permettent d'avoir quelques informations sur ces différentes dimensions qui sont très différentes entre elles, qui sont des choses finalement qui sont des mécanismes assez indépendants les uns des autres en partie. Alors, la résonance émotionnelle, ce qui la caractérise, c'est en particulier son caractère automatique. Alors attention, automatique ne veut pas dire qu'elle n'est pas contrôlable, et en particulier qu'elle n'est pas inhibable, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, mais en tout cas qu'elle n'a pas besoin d'un phénomène réflexif pour se produire. Deuxièmement, sur le plan phylogénétique, ce qui est intéressant, c'est que cette résonance émotionnelle se voit très tôt, chez quasiment tous les mammifères et chez certains oiseaux, et en particulier chez les rongeurs, chez les pigeons, il y a des expériences qui ont été faites, et qui montrent par exemple que vous pouvez interrompre une réponse conditionnée chez un pigeon ou chez un rat si la réponse est couplée à une décharge électrique appliquée sur un congénère qu'il a à côté de lui. Donc le fait de voir un congénère souffrir peut interrompre complètement le comportement conditionné chez l'animal. Alors chez le singe, ça a été très bien montré par des expériences faites dans les années 60, une très belle expérience, par exemple, qui consiste à offrir à des singes la possibilité d'obtenir de la nourriture en tirant sur deux chaînes, une chaîne qui va donner lieu à une nourriture abondante et l'autre qui va donner lieu à la même nourriture mais en quantité 2 fois moindre.
Donc on entraîne les singes à tirer sur ces chaînes-là, et puis après un certain temps, on couple le fait de tirer sur la chaîne qui va donner le plus de nourriture avec une décharge électrique appliquée sur un congénère. Et là, 80% des singes s'arrêtent de tirer sur la chaîne la plus longue, et certains d'entre eux arrêtent de tirer sur quelque chaîne que ce soit pendant plusieurs jours. C'est-à-dire qu'ils préfèrent ne plus manger plutôt que de voir de nouveau un congénère souffrir. Donc là, on est dans de la contagion émotionnelle extrêmement intense, qui se produit dans cette expérience. Alors chez l'homme, cette contagion émotionnelle, elle est présente dès la naissance. On connaît bien dans la maternité le fait que quand on entend un enfant qui se met à pleurer, les autres souvent se mettent à pleurer exactement de la même façon. Ce qui est intéressant, c'est que les pleurs des nouveau-nés sont des pleurs qui sont déclenchés par les pleurs d'autres nouveau-nés, mais c'est que si vous faites entendre à un nouveau-né une séquence enregistrée de ses propres pleurs, eh bien il ne pleure pas. Donc il y a déjà un mécanisme de distinction entre soi et autrui qui est en place à un niveau très élémentaire, bien sûr. L'autre chose très intéressante, c'est que cette possibilité de résonance émotionnelle est extrêmement dépendante du lien affectif. La résonance émotionnelle qui se produit entre l'enfant et son entourage, en particulier avec sa mère, et ça a été très bien montré que les nouveau-nés de mères déprimées, dès l'âge de 3 semaines, ne pleurent plus lorsqu'ils entendent des pleurs d'autres nouveau-nés, c'est-à-dire que le phénomène de résonance émotionnelle a été complètement émoussé par le fait que l'enfant n'est plus justement dans une interaction émotionnelle avec une mère qui est en retrait affectif du fait de la dépression. Donc ce qui laisse évidemment penser que pour devenir empathique, il faut d'abord avoir vécu une expérience dans laquelle on a été empathique avec soi. On a reçu de l'empathie, on a reçu une interaction, sans quoi on ne peut pas développer cette fonction. Alors, chez l'adulte, évidemment, on n'est pas dans des formes aussi évidentes de résonance émotionnelle, mais il en reste quelque chose, et en particulier, il en reste quelque chose au niveau de l'expression faciale, puisqu'on a très bien montré que quand on voit une émotion sur le visage d'autrui, si on enregistre l'activité musculaire des muscles de l'observateur, eh bien, on voit qu'il se met à imiter involontairement, en partie, la mimique émotionnelle, ce qui s'accompagne également d'un ressenti émotionnel, puisque exprimer une émotion sur un visage, c'est pas juste exprimer une émotion, c'est aussi en partie la ressentir. On sait que l'expression faciale, elle est porteuse elle-même d'un certain contenu émotionnel. Très belle expérience faite il n'y a pas très longtemps par une équipe suisse, c'est que si vous montrez des images de dégoût, des images dégoûtantes à des observateurs et que vous leur demandez de juger de l'intensité de l'émotion qu'ils ressentent, l'émotion de dégoût qu'ils ressentent devant ces images, eh bien ils font une cotation de dégoût, et puis vous leur redemandez de faire la même chose, mais avec un stylo dans la bouche. Alors quand ils ont le stylo dans la bouche, ils peuvent plus imiter avec leur face l'expression de dégoût, ils peuvent plus avoir une expression de dégoût sur leur visage parce que la musculature est bloquée par le fait qu'il faut qu'ils tiennent le stylo. Et bien leur cotation affective des images dégoûtantes est moins intense. Donc l'expression faciale participe de l'émotion, elle n'est pas juste la marque de l'émotion. Donc ça se voit chez l'adulte, et c'est donc une des traces de ce phénomène de résonance émotionnelle. L'autre trace, c'est les études d'imagerie qui l'ont souligné, en montrant qu'il y a une activation dans le cerveau de l'observateur qui correspond en partie, ça a été énormément exagéré au départ, la superposition des cartographies cérébrales de celui qui ressent le dégoût ou la douleur et de celui qui l'observe, mais il y a une part commune entre les deux, et voilà par exemple comment le fait de voir un individu qui a mal, avec une expression faciale de douleur ici, active des régions émotionnelles qui sont elles-mêmes activées quand on a mal soi-même, et dont on sait que leur degré d'activation est corrélé à la pénibilité, au caractère affectif de la douleur ressentie. On n'a pas besoin de voir forcément un visage. Voilà une expérience aussi où le simple fait de voir un doigt sur le point d'être coincé dans une porte, par rapport à une photo contrôle qui est pareille par ailleurs, va également activer cette région du cortex cingulaire antérieur et de la région antérieure de l'insula qui appartient à ce qu'on appelle le cortex limbique, c'est-à-dire un cortex émotionnel chargé de colorer affectivement l'expérience. Donc la résonance émotionnelle, c'est finalement quelque chose qui pourrait donner lieu à une compréhension intuitive de l'état affectif d'autrui, puisqu'on est contaminé en partie par l'émotion qu'on voit chez l'autre, et qui peut donner lieu à des comportements consolateurs, comme celui du singe tout à l'heure, ou par exemple celui du chien. J'ai une patiente, par exemple, qui a des douleurs au niveau de sa jambe, qui surviennent par crise, des douleurs neuropathiques liées à une lésion nerveuse, et qui m'a raconté que elle avait un chien qui sentait
quand elle était en crise douloureuse et qui venait lui lécher la jambe douloureuse. Et d'ailleurs, par la stimulation tactile répétitive de la langue, ça a un effet antalgique chez elle, par un mécanisme qu'on connaît bien et qui est utilisé par exemple dans les expériences où on fait de la stimulation électrique transcutanée. On sait que si on active les fibres du tact, on est capable de diminuer la sensation douloureuse dans certaines circonstances. Et bien là, c'est ce que ce chien a compris, quelque sorte intuitivement, en faisant ce comportement consolateur, probablement parce qu'il détecte quelque chose qui lui est désagréable à la vue de la douleur de sa maîtresse. Mais les choses sont plus compliquées que ça, parce que ça peut... donc comportement consolateur, oui, juste parenthèse, magnifique photo extraite des travaux de Franz de Waal, qui a étudié beaucoup ces comportements de consolation chez le chimpanzé. Et vous voyez ici comment, après un combat où ce singe a été battu, un autre vient ici l'entourer de son bras et le consoler. La consolation passe énormément par le contact physique. On voit ça chez les tout petits également, qui viennent poser leur tête sur les genoux, qui viennent au contact physique, contact cutané de la personne qui souffre. Mais c'est pas la seule voie possible de la contagion émotionnelle. L'autre voie possible de la contagion émotionnelle, et elle est très fréquente, c'est la fuite au contraire. Et ça a été montré par exemple chez le rat que si vous donnez à un rat la possibilité de faire cesser une stimulation électrique appliquée à un de ses congénères, en appuyant sur une manette, et bien lorsqu'il voit son congénère en train de recevoir des décharges électriques, le rat, au lieu d'appuyer sur la manette, ce qu'il saurait très bien faire, va au contraire s'éloigner le plus possible de la victime, va se mettre dans le coin opposé de la cage, va se terré là, parce qu'il est complètement traumatisé en réalité par cette image de l'autre qui souffre, mais il ne va pas du tout pour autant aller l'aider, au contraire. Et cette réaction de fuite, on pourrait dire que d'une certaine façon, c'est la réaction la plus naturelle face à la douleur d'autrui lorsqu'elle atteint une certaine intensité. Alors une des choses qui permet à cette fuite de se produire, c'est que les mécanismes automatiques de résonance émotionnelle dont je vous ai parlé sont susceptibles d'être très fortement inhibés et de façon très, finalement, précoce, très en amont. Et une des façons la plus efficaces d'inhiber ces réactions de résonance émotionnelle, c'est de considérer que l'autre n'est pas un alter ego. On sait très bien chez l'animal que la résonance émotionnelle, elle est dépendante de la proximité avec un congénère, c'est-à-dire il faut qu'il appartienne à la même espèce, et encore plus si évidemment on a déjà eu des interactions sociales avec lui. Mais quand c'est un animal d'une autre espèce, la résonance émotionnelle ne se produit pas, et un singe peut, un rat peut être indifférent à la douleur d'un oiseau. Le singe, c'est un peu plus compliqué. Il y a une expérience, par exemple, des descriptions de macaques ou de bonobos qui ont pris soin, c'est une histoire connue qui s'est produite dans un zoo, qui ont pris soin d'un oiseau blessé. Donc ça, c'est possible. Mais de manière générale, le fossé d'identification avec l'autre, c'est quelque chose qui se produit extrêmement fréquemment chez l'homme. On a vu tout à l'heure le biais ethnique et des biais culturels, plein de situations finalement qui font que, à partir du moment où on considère que l'autre n'est pas un équivalent de soi, qu'on ne se met pas à sa place parce qu'il est différent, à ce moment-là, c'est la porte ouverte évidemment au phénomène de sous-estimation, de disqualification ou de déni de la douleur d'autrui. Alors la solution pour éviter ça, finalement, c'est d'utiliser cette deuxième grande voie, qui est la voie d'inférence des émotions d'autrui, qui est plus élaborée, qui implique d'adopter la perspective de l'autre, tout en étant capable de faire la distinction entre soi et autrui. Parce qu'un des éléments de la contagion émotionnelle, c'est évidemment que il y a quelqu'un qui avait posé la question tout à l'heure sur la question de l'échelle détresse personnelle, dans le questionnaire d'empathie tout à l'heure. La détresse personnelle, c'est un élément de la résonance émotionnelle pure. Ce que ça va devenir, est-ce que ça va conduire à aider l'autre, un comportement altruiste ou pas, ça n'en dit rien du tout. Donc la question, c'est de pouvoir à la fois ressentir quelque chose émotionnellement, mais en même temps d'être capable de reconnaître que cette émotion est liée à l'état d'autrui et qu'il n'y ait pas une confusion totale entre soi et l'autre, ce qui est évidemment la menace qui pèse quand les mécanismes de contagion émotionnelle sont les seuls opérants. Et c'est ces comportements, ce mécanisme d'inférence émotionnelle qui peut conduire à des comportements d'aide ciblés. C'est-à-dire tout à l'heure, on a vu le comportement consolateur, mais le comportement consolateur a pour but essentiel de faire cesser l'état, la souffrance d'autrui parce qu'elle est pénible pour soi. En tout cas, c'est une motivation suffisante. En revanche, pour avoir un comportement d'aide ciblé pour l'autre, il faut être capable d'adopter sa perspective et savoir quel est précisément son besoin, ce qui demande donc un travail cognitif bien plus important.
Et ça n'est pas possible chez tout le monde. C'est possible chez l'homme et pas tout de suite, hein. C'est seulement à partir de à peu près 18 mois, 2 ans que les enfants sont capables de ces comportements d'aide ciblés. C'est possible chez les hominidés, Deval l'a magnifiquement montré, chez le chimpanzé, chez l'orang-outan, chez le gorille, chez le bonobo. Donc, par exemple, c'est connu chez les orang-outans, quand un petit est bloqué sur un arbre, hein, et qu'il peut pas passer sur l'arbre d'à côté où sa mère est, il commence à pleurer, hein, à geindre. La mère se met à geindre aussi, on est en pleine résonance émotionnelle, et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se débrouille avec un autre arbre, avec une autre branche, ou avec son propre corps, pour faire un pont entre les deux arbres, pour que son petit puisse passer. Hein. Alors, très belles expériences aussi qui ont été faites récemment, où on a pu montrer que des chimpanzés comprennent qu'un être humain tient absolument à récupérer un bâton, mais le bâton est hors de sa possibilité d'accès, hein, et on voit comment ces singes comprennent immédiatement l'intention, hein, de l'être humain, et vont chercher, alors qu'ils n'ont jamais eu d'interaction sociale avec lui avant, ils vont chercher le bâton pour le lui donner. Hein. Donc il y a une compréhension des intentions d'autrui chez le singe beaucoup plus développée que ce qu'on a pensé pendant un temps. Alors, chose intéressante, les primates ne sont pas les seuls à être dotés de cette capacité, et ça a été montré que les dauphins, alors on sait que les dauphins sont capables de s'aider, hein, entre eux, par exemple aider un congénère malade, hein, de le porter à la surface de l'eau pour éviter qu'il coule, et les éléphants qui ont une vie sociale très développée avec des comportements altruistes également impressionnants, parfois même vis-à-vis d'animaux d'autres espèces qu'eux-mêmes, ont également cette capacité. Alors évidemment, puisque la question c'est de pouvoir se distinguer d'autrui tout en étant conscient, en ressentant cette émotion liée à la détresse de l'autre, Gallup dans les années 70 a émis l'hypothèse qu'il devait y avoir un lien entre la capacité de venir en aide, d'avoir un comportement d'aide ciblé vis-à-vis d'autrui, et la capacité de se reconnaître soi-même, et en particulier soi-même dans un miroir, et ce qui a été démontré d'abord chez l'enfant, hein, puisqu'on s'est aperçu que c'est au moment précisément où l'enfant est capable de se reconnaître dans le miroir qu'il est capable de venir en aide à autrui. Et sur le plan phylogénétique également, on a montré que effectivement la reconnaissance dans le miroir, elle est possible chez le chimpanzé. Et elle est possible, expérience magnifique, il faut voir la vidéo faite chez les éléphants qui reconnaissent une tache dessinée sur leur front, hein, et qui avec leur trompe, en se regardant dans le miroir, viennent essayer d'attraper, hein, cette tache, ce qui veut bien dire que ce qu'ils voient dans le miroir, ils considèrent que c'est pas un autre animal qu'eux, mais que c'est eux-mêmes, hein, donc un sens de la reconnaissance de soi, même qui ne va pas forcément au même niveau, au même degré évidemment que chez l'homme, mais qui est déjà présent. Donc l'hypothèse de la coémergence de la reconnaissance de soi et des capacités d'inférence émotionnelle s'est trouvée jusqu'à maintenant vérifiée. Alors, sur le plan cérébral, ce ne sont pas les mêmes structures qui sont impliquées dans la résonance émotionnelle et dans ces mécanismes de théorie de l'esprit, d'inférence émotionnelle, et en particulier les structures médianes du cerveau jouent un rôle déterminant, et tout particulièrement le cortex préfrontal ventromédian, qui est une région qui, lorsqu'elle est détruite, ça a été très bien montré par les collaborateurs de Damasio, donne lieu à une perte des émotions sociales, comme la compassion particulièrement, ou la honte, ou la culpabilité. Donc on a vraiment besoin de cette région-là pour inférer l'état émotionnel d'autrui. Alors, une des façons d'aborder finalement cette dialectique entre la résonance émotionnelle et l'inférence de l'émotion d'autrui, c'est d'aborder une situation très particulière dans laquelle la reconnaissance de l'état émotionnel d'autrui, en l'occurrence de la douleur d'autrui, repose uniquement sur les mécanismes d'inférence émotionnelle parce qu'il n'y a pas de résonance. Et pourquoi il n'y a pas de résonance? Parce que, Jacqueline Nadel vous parlait tout à l'heure du répertoire moteur, ben ici il n'y a pas le répertoire émotionnel et sensoriel de la douleur. Ce sont des patients qui sont nés sans les fibres nerveuses qui permettent de détecter la douleur, et donc qui depuis leur naissance, pour des raisons génétiques, ne ressentent pas la douleur, alors qu'ils ressentent parfaitement le tact, le sens de position, etc. Hein, non mais ils ne sentent pas la douleur, et donc du coup, souvent ils se blessent, hein, sévèrement dans l'enfance. Pas toujours, curieusement, certains d'entre eux se blessent assez peu, mais d'autres se blessent terriblement, s'automutilent également, puisqu'ils n'ont plus cette limite, hein, évidemment, de la sensation douloureuse qui va les freiner, hein, dans leur comportement autodestructeur. Alors, donc ça c'est un travail expérimental dans lequel
c'est des patients très rares, donc c'était l'une des difficultés, ça a été de trouver suffisamment de patients. D'un autre côté, comme c'est une maladie génétique, on peut en trouver parfois 2 ou 3 dans la même famille, donc ça aide beaucoup. Et donc en parcourant un peu toute la France, j'ai réussi à collecter un échantillon de 12-13 patients adultes ayant une forme généralisée d'insensibilité à la douleur. Et j'ai essayé de me demander comment ils arrivent à percevoir la douleur d'autrui. Alors, le premier travail est un travail d'étude comportementale dans lequel on montrait des vidéos de scènes où des gens se faisaient mal et où on demandait aux patients, par rapport à une population témoin bien sûr, d'estimer le degré de douleur ressenti par la personne. Et donc voilà les scores de douleur, si on fait la somme du score de douleur attribué dans une vingtaine de situations douloureuses, voilà les sujets témoins qui se répartissent donc évidemment très largement sur une gamme assez large, avec les normes statistiques qu'on pourrait définir entre ces deux barres. Et la question qui se pose, c'est comment les patients congénitalement insensibles à la douleur vont faire pour estimer la douleur d'autrui, quels vont être leurs scores par rapport au sujet témoin. Alors le premier résultat qui est très intéressant, c'est que sur les 12 patients qui ont été testés dans cette expérience, vous voyez qu'il y en a 5 qui sont dans une sous-estimation assez radicale, pour ceux-là en particulier, puisqu'ils sont très très en dessous même du dernier des 130 sujets témoins testés. Donc une sous-estimation vraiment radicale de la douleur d'autrui. Autrement dit, quand ils voient quelqu'un qui se coince le doigt dans une porte, eh bien, vous leur demandez de coter la douleur, ils cotent légère douleur ou à peine, quelque chose comme ça. Chose intéressante, vous avez 2 sujets qui, au contraire, vont être plutôt dans une tendance à la surestimation, en tout cas dans la partie plutôt la plus élevée de la courbe, et parfois même au-dessus de tous les sujets témoins qui ont été testés. Et puis, une proportion d'entre eux qui se retrouvent dans la moyenne. Autrement dit, si on analyse statistiquement ces résultats, on trouve 2 choses. Premièrement, globalement, qu'il y a une tendance à la sous-estimation de la douleur d'autrui. Et ça, c'est pas étonnant, parce que finalement, ces patients, dans leur vie quotidienne, ils se rendent compte que quand ils voient quelqu'un qui se fait mal, dans la réalité ou au cinéma, pour eux, c'est abstrait. C'est quelque chose d'abstrait. Ils ne sont pas émus, touchés de la même façon que des gens normaux. Et ça montre bien qu'ils n'ont pas ces mécanismes de résonance émotionnelle parce que ça n'est pas dans leur répertoire. Ils ne peuvent pas activer une trace mnésique de cette expérience. Et le deuxième résultat très intéressant, c'est que, vous le voyez, la variabilité de la réponse entre ces sujets est considérable. Si on fait une analyse statistique de la variabilité des réponses des patients par rapport à la variabilité des réponses des témoins, on voit que c'est extrêmement différent. Et donc la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui explique la variabilité de jugement accrue des patients par rapport au sujet témoin? Et l'hypothèse, c'était puisqu'ils ne peuvent pas juger à partir d'une résonance émotionnelle, d'un répertoire dont ils disposent, est-ce qu'ils ne se référeraient pas à des capacités d'empathie pour juger de la douleur d'autrui? Alors pour ça, il a fallu évaluer l'empathie chez ces patients par ces questionnaires à la fois grossiers et pertinents, tels que celui que vous avez vu tout à l'heure. Et ce qu'on voit, c'est que le fait d'être congénitalement insensible à la douleur ne change rien à votre capacité d'empathie. Évidemment, il fallait exactement le même sexe ratio, puisque les femmes sont plus empathiques. Alors, au passage, c'est pas du tout étonnant que les femmes soient plus empathiques. Ça a une valeur biologique. Tout simple, c'est que une des racines fondamentales de l'empathie, c'est la possibilité de prendre soin du petit. C'est une chose de base dans l'évolution, bien sûr, et c'est pour ça que c'est fondamental que l'empathie maternelle soit en place dès cette période-là. Et d'ailleurs, il y a des influences hormonales. L'ocytocine, qui est synthétisée de façon massive au moment de l'accouchement, est une hormone qui est une hormone prosociale qui favorise l'interaction. Donc ça, c'est une sélection de l'évolution toute simple. Donc c'est tout à fait logique que les femmes de cette salle se montrent plus empathiques que les hommes. Ça, c'est un fruit de l'évolution. Alors, donc le fait d'être insensible congénital à la douleur ne change rien. Vous avez vu que dans les questions qui étaient posées, il n'y en avait aucune qui concernait la douleur physique. C'est la sensibilité à la souffrance en général des gens. Donc vous voyez que le fait d'être insensible à la douleur ne vous rend ni plus ni moins empathique que la population normale. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand on essaye de regarder la corrélation entre les scores d'empathie des sujets et leur estimation de la douleur d'autrui à partir des séquences vidéo que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, chez les sujets normaux, vous voyez que c'est un véritable nuage de points. Autrement dit,
il n'y a pas d'influence importante de votre capacité d'empathie sur votre jugement. Vous vous référez à d'autres choses, vous vous référez à votre savoir essentiellement. Vous savez que ça fait mal de se mettre un doigt dans une porte, et c'est pas parce que vous êtes plus empathique que vous allez reconnaître cette douleur comme plus importante, ni inversement. Ça fait référence à votre expérience personnelle et à votre connaissance théorique. Donc vous n'avez pas besoin de votre empathie pour ça. Et le résultat que j'ai trouvé passionnant avec ces patients, c'est que chez eux, c'est pas du tout comme ça. Chez eux, il y a une relation très étroite entre leur capacité d'empathie et leur façon d'attribuer de la douleur à autrui. C'est vrai pour les vidéos que je vous ai montrées, c'est vrai également pour des expressions faciales de douleur, puisqu'on a fait ça également avec des expressions faciales. On retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire aucune corrélation entre le jugement de douleur des sujets témoins et leur capacité d'empathie, et une corrélation très étroite chez les patients. Donc les patients, ils peuvent pas raisonner émotionnellement avec la douleur d'autrui, ils n'ont pas ça dans leur répertoire, mais ils ont autre chose à leur disposition, qui fait que s'ils sont empathiques, s'ils sont très empathiques, ils vont être capables de corriger leurs défauts de résonance émotionnelle et arriver à un jugement correct sur la douleur d'autrui. C'est-à-dire que quand on reprend les cours de tout à l'heure, ces sujets-là ont des scores d'attribution de la douleur d'autrui normaux, et en revanche, si vous avez la malchance d'être à la fois insensible à la douleur et peu empathique, alors là, vous allez basculer dans une sous-estimation radicale de la douleur d'autrui. Alors l'expérience suivante, ça a été fait avec des collègues de Saint-Étienne, du service de neurologie de Saint-Étienne, où évidemment on s'est dit mais quel est le corrélat cérébral de cette stratégie d'évaluation de la douleur d'autrui fondée sur l'empathie. Et donc la tâche, ça consistait à montrer ces photos de scènes de douleur. On a fait également avec l'expression faciale, je n'insiste pas là-dessus, c'est trop compliqué, mais juste prenons cet exemple-là avec des scènes de douleur et à regarder dans le cerveau des sujets témoins et des patients insensibles congénitaux. Donc ça a été assez difficile parce qu'il fallait les faire tous converger de toute la France vers la même console d'IRM qui était à Saint-Étienne. Et donc de regarder qu'est-ce qui a été activé dans leur cerveau quand on leur montrait ça. Et surtout, la chose intéressante sur laquelle je voulais juste insister là, quelle est la région de leur cerveau dont l'activité est corrélée aux capacités d'empathie. C'est-à-dire, c'est ça qui nous intéresse, puisque c'est ça qui est justement la traduction de la stratégie cérébrale mise en place chez ces patients. Alors, vous voyez que chez les sujets témoins, on n'a retrouvé aucune région dans le cerveau dont l'activité est corrélée aux capacités d'empathie. Donc ça veut dire que les sujets témoins, quand on leur demande d'imaginer ce que la personne ressent, ne font pas appel, en tout cas pas massivement appel, ou pas exclusivement appel, à leur capacité d'empathie, ce qui fait qu'on retrouve aucune région cérébrale dont l'activité corrèle avec leur capacité d'empathie. Et chez les patients, ce qui est magnifique, c'est que c'est pas du tout comme ça, c'est tout à fait le contraire. On retrouve une corrélation dans une seule et unique région, qui est justement le cortex frontal, préfrontal, ventromédian, je vous ai montré tout à l'heure, dont la lésion donne, chez les patients neurologiquement atteints, une altération considérable du sentiment de compassion et des émotions sociales. Donc on voit bien que la stratégie utilisée par les patients insensibles congénitaux à la douleur pour essayer de se représenter la douleur de l'autre, c'est une stratégie qui implique un travail d'inférence émotionnelle qu'une des patientes de ce groupe a magnifiquement qualifié elle-même de imaginer l'inimaginable. Voilà l'effort qui leur était demandé. Et pour réussir à imaginer l'inimaginable, il faut faire ce travail d'inférence émotionnelle pour arriver à se représenter quelque chose de l'expérience émotionnelle d'autrui sans l'avoir ressenti forcément soi-même. C'est ce qu'on fait tous les jours finalement quand on est dans l'interaction sociale avec des gens qui nous racontent une souffrance liée au travail, à un deuil qu'on n'a pas forcément nous-mêmes vécu à l'identique. Et c'est pas ça l'objet finalement. L'objet c'est pas de revivre à l'identique, c'est de pouvoir imaginer ce que ce serait de vivre la même chose. Alors, dans la littérature romanesque, il y a une représentation de la sensibilité congénitale à la douleur. Et voilà un roman américain qui s'appelle Ingenious Pain, dans lequel le personnage principal est un chirurgien dans l'Angleterre du XVIIe siècle, et qui est un chirurgien extrêmement, qui a une dextérité folle, mais qui est insensible à la douleur depuis sa naissance. Et il est présenté comme un individu d'une froideur absolue et comme quelqu'un dont la dextérité chirurgicale est d'autant meilleure qu'il est totalement indifférent à la douleur qu'il provoque chez ses patients, évidemment à une époque où l'anesthésie n'existe pas. Donc, dans cette fiction, il y en a d'autres d'ailleurs qui représentent toujours l'insensible congénital comme un être d'une très grande violence, une grande cruauté. Il y a même un roman dans lequel l'insensible congénital est un criminel, représente une sous-population des insensibles congénitaux qui effectivement, lorsqu'ils sont peu empathiques, ne sont pas capables de se représenter correctement la douleur d'autrui. Je pense à un des patients de ce groupe, par exemple, qui m'a dit qu'il avait été absolument traumatisé dans son enfance par une bagarre avec un de ses camarades de classe, où il s'était montré d'une telle violence
qu'il avait failli le blesser très gravement. Il fallait qu'on l'arrête. Et ça avait été pour lui un véritable tournant, une véritable prise de conscience de son incapacité à se représenter la souffrance d'autrui et la violence qu'il pouvait infliger à autrui. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que ce patient est devenu lui-même, à partir de cette prise de conscience de son incapacité, a eu la possibilité du coup de compenser cette incapacité dont il avait conscience par une possibilité d'empathie, d'inférence émotionnelle qui le situait par là, parmi les patients. Mais donc, il y a une autre population, et on peut passer de l'une à l'autre, l'exemple de ce patient le prouve, qui elle est capable, grâce à des capacités d'empathie particulières, pas anormales, c'est les mêmes que la population normale, mais grâce à ce travail d'empathie, de compenser le défaut de résonance émotionnelle, de compenser ce qui manque dans le répertoire, et d'avoir une estimation juste de la douleur d'autrui. Alors ce qui est amusant, c'est que dans cet échantillon, il y avait 2 frères jumeaux. Celui-là est médecin, il est chirurgien maintenant d'ailleurs, il était étudiant en médecine quand je l'ai connu, et il s'est posé assez vite des questions sur sa capacité à se représenter la douleur de ses patients, parce qu'il se rendait compte qu'il avait de grosses difficultés. Dès qu'il arrivait dans un service de chirurgie, il apprenait par cœur le protocole de soins de la douleur post-opératoire. Il sentait qu'il lui manquait quelque chose, qu'il y avait une faille là-dessus. Quand il était de garde aux urgences et qu'il devait faire des points de suture, il a appris tout un espèce de code à repérer à quel point les patients se crispent pour essayer de se faire une idée de la douleur qu'ils ressentaient. Ce qui fait que finalement, ce chirurgien est devenu particulièrement attentif, probablement beaucoup plus que la moyenne de tous les chirurgiens, attentif à la douleur d'autrui parce qu'il était conscient qu'il lui manquait quelque chose dans sa capacité de se représenter la douleur des autres. Et puis il a un frère jumeau qui lui ressemble comme absolument 2 gouttes d'eau, impossible à distinguer, au jumeau homozygote, qui lui est ingénieur. Et quand on discute avec lui, ce qui ressort, c'est une certaine froideur affective, puisqu'il peut dire des choses comme, par exemple, « Moi, je n'aime pas les gens qui se plaignent ». Donc voilà, lui, il n'est pas du tout dans l'empathie. Et lui, il est où ? C'est là. Il est là. Voilà, donc le frère jumeau, lui, il est dans une sous-estimation vraiment importante de la douleur d'autrui, parce qu'il n'a pas cette capacité d'empathie de son frère. Alors ceci dit, chose intéressante, c'est que lui, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, et sa femme devait accoucher. Et là, il m'a confié, alors que vraiment, je trouvais qu'il était quand même froid comme un glaçon, surtout par rapport à son frère, il m'a confié quelque chose de passionnant, il m'a dit qu'il était angoissé à l'idée de ne pas pouvoir partager ce que sa femme allait éprouver pendant l'accouchement. C'est-à-dire qu'il sentait ce vide représentationnel autour de la douleur, et que du coup, il se sentait finalement dans un défaut de lien affectif avec sa femme, dans ce moment où il pensait qu'elle aurait justement besoin de sa présence, de sa proximité. Ce qui pose évidemment une question beaucoup plus générale, si on revient aux données comportementales détaillées au début, sur la sous-estimation radicale de la douleur des patients, sur les biais de jugement, qui est la question de est-ce que les soignants ne seraient pas des insensibles professionnels à la douleur d'autrui? Alors par des mécanismes de désensibilisation liés à l'habitude, bien sûr, liés au fait qu'il faut garder à sa disposition des mécanismes cognitifs pour prendre des décisions, bien sûr, mais de façon beaucoup plus générale, à une insensibilité profonde des soignants à la douleur d'autrui, on pourrait même dire à une prédisposition des soignants à l'indifférence vis-à-vis de la douleur d'autrui, dans la mesure où il y a dans ce métier aussi le désir d'objectiver la douleur de l'autre, de prendre une certaine maîtrise sur le corps de l'autre pour se défendre précisément de toute contagion émotionnelle, et ce qui peut tout à fait expliquer les dérives qu'on a vues par exemple avec les nouveau-nés dont la douleur n'était absolument pas reconnue. Donc en conclusion, finalement, face à la douleur d'autrui, on est amené à osciller entre des phénomènes de résonance automatique, mais soumis à de puissants effets de modulation, et en particulier dès lors qu'on se refuse à un mécanisme d'identification à l'autre, soit parce qu'il est d'une autre race, soit parce qu'il n'a pas le même âge que nous, soit parce qu'il n'a pas la même culture, pas la même langue, etc. Ça, c'est une des dérives les plus fréquentes, elle est extrêmement opérante, elle est d'une puissance remarquable. Ou bien, alors, d'essayer de compenser finalement cette tendance naturelle où on cherche à se soustraire à la contagion émotionnelle par un travail d'inférence émotionnelle lié aux capacités d'empathie. Et on peut dire que, finalement,
une des questions cruciales qui se posent aussi vis-à-vis de ça, c'est que par rapport à d'autres émotions, un des problèmes qu'on rencontre face à la douleur d'autrui, c'est le problème de l'impuissance. Là, quand une mère est face à un enfant qui pleure parce qu'il a faim, la solution est assez simple, il faut le nourrir. Quand l'enfant pleure parce qu'il est en déséquilibre thermique, il faut le réchauffer, il n'y a pas de difficulté non plus. Un enfant qui a mal, la mère ne dispose pas dans son répertoire comportemental de facultés antalgiques, et c'est pareil finalement de manière générale, on n'a pas les moyens de soulager facilement et rapidement la douleur d'autrui. Et ça, c'est un des mécanismes les plus opérants du déni. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps avec ma fille qui m'a réveillé en pleine nuit en hurlant de douleur. Elle n'est pas du tout douillette, tout à fait inhabituelle, c'était jamais arrivé. Et donc je me suis levé et puis elle me montrait sa gorge, elle n'arrivait même pratiquement pas à parler tellement elle avait mal. Et mon premier réflexe, ça a été qu'est-ce qu'elle m'embête en pleine nuit, j'ai envie de dormir, qu'est-ce qu'elle en rajoute, quelle hystérique, voilà, c'est ça qui m'est passé par la tête, ma fille. Et j'étais dans une espèce d'incapacité de me représenter ce qu'elle éprouvait, dans l'incapacité même de penser qu'elle avait une angine, ce qui était l'évidence puisqu'elle n'arrivait pas à avaler, qu'elle avait mal à la gorge. J'étais dans une confusion totale. Incapable, et dans un affect qui était essentiellement « elle me dérange ». Point. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un moment... Alors, l'autre chose intéressante, c'est que 3 mois avant, j'avais fait une pharyngite jamais j'avais eu aussi mal de ma vie. C'est-à-dire, j'avais eu une expérience d'une douleur absolument similaire. Ça ne m'a pas du tout aidé à me représenter ce qu'elle éprouvait. Ce qui m'a aidé, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu un moment donné où je me suis rappelé que j'avais de la codéine à la maison, c'est-à-dire un antalgique beaucoup plus puissant que le paracétamol, qui est généralement très peu prescrit aux enfants, alors que dans les otites, les enfants ont des douleurs extrêmement fortes et qu'il faudrait leur donner des antalgiques beaucoup plus puissants que le petit paracétamol qu'on leur donne d'habitude. Mais là, on est justement dans le déni habituel. Quand j'ai compris que j'avais un moyen de la soulager, tout d'un coup, j'ai compris ce qu'elle ressentait. Mais ce qui est intéressant, c'est que ma compréhension de ce qu'elle ressentait a été secondaire à la possibilité de me représenter un moyen de la soulager. Vous voyez ? Donc là, je pense qu'il y a aussi quelque chose autour de la question de la douleur qui est lié à la question de l'impuissance, et on se protège pas seulement de la contagion émotionnelle, mais on se protège également de l'impossibilité de venir en aide à autrui. D'où ces deux possibilités, la reconnaissance de la douleur de l'autre, son déni et l'oscillation perpétuelle et le travail que ça demande de passer de l'un à l'autre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, c'était vraiment magistral et très finement exprimé. Et à part le fait que les ingénieurs sont pas forcément très empathiques, j'ai compris avec les jumeaux, c'était assez frappant de voir les deux jumeaux avec un ingénieur tout en bas et un médecin tout en haut. Je me suis demandé sur les insensibles professionnels. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas une forme de sélection darwinienne dans ces métiers, puisqu'on parle parfois d'épuisement empathique dans les métiers des soins, ou voire de l'humanitaire, et qu'il n'y a pas, quelque part, une forme d'exposition à la douleur au quotidien qui fait qu'on est obligé soit de se mettre des barrières, soit d'avoir des ressources qui vont un petit peu au-delà de l'empathie, et certains adeptes du bouddhisme parlent beaucoup de la compassion comme d'une dose au-delà de l'empathie, qui rajoute une capacité vraiment d'apporter de l'amour pour pouvoir absorber ce choc quotidien de la douleur. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, vraiment de cette forme de milieu très particulier qui est celui de l'exposition à la douleur? Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une forme d'émoussement qui peut apparaître et qui oblige quelque part les soignants à se protéger? Alors ça me semble une explication qui est une explication superficielle, c'est-à-dire c'est celle que les soignants avancent eux-mêmes pour se défendre, en quelque sorte. On est obligé. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'en réalité, il faut aller chercher plus loin. Il faut aller chercher dans la motivation qui pousse à faire ce métier, et en particulier à s'exposer à des situations de douleur intense chez les patients, dans le cadre de soins palliatifs, dans le cadre d'une consultation de la douleur, etc. Et ça, je pense que c'est très lié à ce que Jacqueline Nadel nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire à l'idée que ce qu'on pourrait être amené à rechercher dans ces situations, c'est de reconnaître quelque chose de soi dans l'autre. Autrement dit, probablement
que s'exposer au contact de la souffrance d'autrui, c'est chercher une résonance avec sa propre souffrance. Et là, la question cruciale, c'est à quel degré elle est représentée ou pas. C'est-à-dire que les questions de burn-out, etc., je pense que ça traduit essentiellement l'incapacité de trouver une délimitation entre soi et autrui, hein, ce qui fait que la contagion émotionnelle, effectivement, devient une sorte de quasiment de drogue, hein, où le seul accès qu'on a à ses propres expériences de souffrance non élaborées, c'est de les revivre à travers la souffrance de l'autre. Hein. Et donc, ce que je crois, c'est qu'en réalité, cet émoussement émotionnel, il procède aussi d'un certain sadisme, il faut oser le dire, un certain sadisme médical. Il y a une position sadique du médecin, c'est de pratique quotidienne. Hein. Il suffit d'écouter les récits des patients. Hein. Il y a un désir de maîtrise, il y a un désir d'être du bon côté de la barrière, c'est-à-dire d'être du côté de celui qui n'est pas exposé à la maladie, magiquement. Hein. Mais être médecin, faire le choix d'être médecin, c'est pas un hasard. Hein. Pourquoi est-ce qu'on va se mettre là-dedans? C'est probablement parce qu'il y a aussi une préoccupation, une angoisse vis-à-vis de la maladie, de la souffrance et du corps, qui fait qu'on doit aller chercher quelque chose là que d'autres n'ont pas du tout besoin d'aller chercher. Donc je pense que l'explication est plus profonde que le phénomène de désensibilisation, qui est sûrement opérant. C'est sûr que pour prendre une décision, un diagnostic, etc., il ne faut pas être submergé. Mais je pense que c'est plus profond que ça, et que la question touche finalement à quelle proximité on a avec ce qu'on a soi-même éprouvé, avec ses propres expériences de souffrance, et dans la mesure également où l'expérience de la douleur physique est un paradigme, finalement, de la souffrance humaine en général, c'est-à-dire de l'affect pénible et du sentiment de solitude, hein, et du sentiment de séparation. Comme je vous ai dit tout à l'heure que la mère ne peut pas pourvoir, hein, à la douleur du petit, ça montre bien que souffrir, c'est la séparation des corps. Hein. On ne peut pas, hein, soulager l'enfant parce qu'il a un corps séparé, hein, et donc c'est l'expérience, par définition, de la solitude, l'expérience de la douleur. Et ça, on le retrouve à tous les âges. Et chez l'adulte, c'est la réactivation d'une condition de solitude fondamentale et incontournable qui, justement, dans les désordres homéostasiques de la période postnatale, sont spécifiquement liés à la question de la douleur, parce que, justement, c'est, par définition, le déséquilibre homéostasique auquel la personne bienveillante, la mère en général, ne peut pas pourvoir. Ce qui était intéressant, c'est que vous disiez que quand on commence à donner aux gens des moyens de sortir l'autre de la douleur, là on réamorce la pompe empathique d'une certaine façon. Peut-être qu'il faudrait informer le plus possible les personnels sur tout l'arsenal qui pourrait être développé justement. Mais la réalité, c'est que malheureusement, contrairement à ce qui est véhiculé, la douleur est très difficile à traiter. Hein. La très grande majorité des patients douloureux chroniques ne sont pas soulagés, ne sont pas soulageables par les méthodes antalgiques actuelles. Hein. Il y a aussi tout un déni collectif sur la douleur, où soi-disant les progrès sont tels qu'on peut tout soigner avec des moyens extraordinaires. Pas du tout, c'est la misère, les consultations de la douleur, c'est la misère de souffrance absolument incurable de patients qui se traînent pendant des années des douleurs sur lesquelles on ne peut rien. Donc en réalité, ce qu'il faut intégrer, c'est la dimension d'impuissance et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Évidemment, quand on peut soulager, c'est plus facile, mais le vrai problème, c'est comment on peut finalement faire ce travail-là en sachant qu'on est inefficace. Et là, je crois que la clé, c'est la capacité de se représenter finalement ce qui se passe, c'est-à-dire sans partager à l'identique ce que le patient ressent, mais le fait que ce qu'il ressent puisse faire l'objet d'un travail de pensée chez l'autre. Et on voit que les patients, finalement, que vous n'arrivez pas du tout à soulager pharmacologiquement, eh bien, ça leur apporte quelque chose. Ça, c'est-à-dire cette idée que leur souffrance peut faire l'objet d'un travail de représentation, d'un travail de mentalisation chez autrui, et que du coup, ça peut être quelque chose qui aboutit à une certaine élaboration, que ce soit simplement au niveau le plus précis, le plus corporel de la topographie de la douleur, que ce soit dans le registre affectif, sur la résonance que ça peut avoir avec des événements de la vie, etc., hein, mais que ça soit un objet de pensée et de langage, parce que, évidemment, un des éléments déterminants de la souffrance douloureuse, c'est que la douleur coupe du langage. Hein, il y a qu'à regarder la difficulté qu'on a à exprimer avec les mots, hein, ce qu'on ressent quand on a mal. Et bien là, il y a la possibilité d'un langage partagé autour de la douleur, mais qui implique un travail de représentation. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'importance de la formation de chercheurs chez les cliniciens qui s'occupent de patients douloureux. Parce que c'est grâce à la recherche
et en particulier à la recherche sur la façon dont on perçoit la douleur d'autrui, qu'on est capable justement de se représenter ce qui peut se passer chez l'autre et de lui offrir du coup un message sur ces représentations qui puissent être partageables et qui enrichissent finalement le vécu de cette situation douloureuse. Mais espérons que ce message puisse être entendu, puisqu'on entend beaucoup parler des rapports qui se dégradent entre patients et personnel soignant. On sent qu'il y a un lien avec ce que vous dites. Donc malheureusement, là, on n'a pas le temps de prendre de questions parce qu'on a pris du retard. On va passer à la conférence suivante. Merci beaucoup, Nicolas Danziger.